Bonjour! Prête pour une plongée dans le cœur de l'électronique aujourd'hui? Ah oui, bonjour. Allons-y. On va décortiquer un composant vraiment fondamental, la diode analogique. On s'appuie sur un cours assez détaillé. L'image qu'on a souvent, c'est la rue à sens unique pour l'électricité, c'est un peu ça. C'est l'idée de base, oui. Très simplifié, mais ça donne une image. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre pourquoi ce concept simple est si crucial et comment il se décline en pratique. Tout à fait. Et pour comprendre ça, il faut regarder au cœur de la diode, sa physique. C'est la fameuse jonction PN. Ah oui, la jonction PN. Exactement. C'est là où tout se joue. On met ensemble deux types de matériaux semi-conducteurs. Un type P, avec des trous, des porteurs positifs, Ok. et un type N avec des électrons, des porteurs négatifs. Et c'est à leur interface, à cette jonction, que la magie opère si on veut. C'est ça qui crée le sens unique. D'accord. Alors concrètement, comment ça marche ce sens unique? On parle de polarisation directe et inverse. C'est ça, polarisation directe. On applique la tension dans le bon sens, disons, de l'anode vers la cathode. Le courant passe. Ok, polarisation inverse, on inverse la tension, et là, normalement, le courant est bloqué, enfin, quasi bloqué. Mais même en direct, ça ne passe pas tout de suite, si. Il y a comme une petite résistance au début. Précisément, c'est pas un interrupteur parfait. Il faut d'abord atteindre ce qu'on appelle la tension de seuil. La tension de seuil. Voilà, une tension minimale pour que la diode commence vraiment à conduire. Pour une diode au silicium classique, c'est environ 0,7 volts. 0,7 volts, c'est pas énorme, mais c'est pas zéro. Comme une petite marche à franchir. C'est une bonne image. Une sorte de valve qui demande une pression minimale pour s'ouvrir. D'accord. Et pour d'autres types de diodes comme les Schottky, c'est différent. Ah oui, les diodes Schottky, c'est un bon exemple. Leur seuil est bien plus bas, autour de 0,2, 0,3, parfois 0,4 volts. Très utile dans certaines applications. Ok. Et une fois qu'on a dépassé ce seuil, comment le courant évolue? C'est pas juste proportionnel à la tension, comme une résistance? Non, justement. Et c'est là tout l'intérêt. La relation devient exponentielle. Le courant augmente très très vite pour de petites augmentations de tension au-delà du seuil. Exponentiel. Ça se voit sur la courbe caractéristique, la courbe IV, j'imagine. Exactement. Cette courbe a une forme très particulière. Plate en inverse, puis une montée très rapide après le seuil en direct. Cette non-linéarité. C'est ça la clé. Ce n'est pas juste une complication. Non, c'est vraiment la clé. C'est cette non-linéarité qui permet de faire plein de choses. Redresser le courant, le moduler, le détecter, c'est fondamental. D'accord. Mais du coup, pour analyser les circuits, ça doit être compliqué, cette exponentielle. Ça peut l'être, c'est pour ça qu'on utilise souvent des modèles simplifiés. Le modèle idéal, c'est juste un interrupteur, ouvert ou fermé. Trop simple, peut-être. Souvent oui. Alors on utilise le modèle à tension constante, on considère que la diode, quand elle conduit, a une chute de tension fixe de 0,7 volts. C'est déjà beaucoup plus réaliste pour pas mal de cas. Je vois. Et cette richesse de comportement, ça a donné naissance à plein de types de diodes spécialisées. Exactement. On a une vraie famille de diodes. Les plus basiques, ce sont les diodes redresseurs. Pour transformer l'alternatif en continu, c'est ça? Comme dans nos chargeurs? Voilà. Le courant de la prise, il est alternatif, il change de sens tout le temps. Pour nos appareils électroniques, il faut du continu. Les diodes redresseurs font ce travail. Et on les utilise souvent par 4 dans un pont de Gretz. Oui, c'est une configuration très courante et très maligne. Le pont de Gretz utilise 4 diodes pour rediriger les deux alternances du courant alternatif et obtenir un courant qui va toujours dans le même sens. Astucieux. Bon, et après les redresseuses, il y a les diodes Zener. Celles-là, elles sont bizarres, non? Elles travaillent à l'envers? C'est un peu ça, oui. Elles sont conçues spécifiquement pour fonctionner en polarisation inverse, à une tension bien précise qu'on appelle la tension Zener. Et au lieu de claquer, de griller... Exactement. Quand on atteint cette tension Zener, la diode se met à conduire en inverse, mais surtout elle maintient cette tension très stable à ses bornes, même si le courant varie un peu. Ah, d'accord. Donc c'est super utile pour faire une référence de tension ou pour protéger un circuit contre les surtensions. Tout à fait. C'est une application très importante, la régulation de tension. Passionnant d'utiliser un défaut, le claquage inverse, pour en faire une fonction. Et celles qui brillent, les LED. Ah, les LED, oui. Diodes électroluminescentes. C'est simple, quand le courant passe en direct, elles émettent de la lumière. Et la couleur dépend du matériau. Oui, le matériau semi-conducteur utilisé détermine la longueur d'onde, donc la couleur, et aussi leur tension de seuil, qui est d'ailleurs plus élevée que pour une diode classique, souvent entre 1,5 et 3,5 volts. Très efficace aujourd'hui en plus. Et à l'inverse, il y a les photodiodes. Oui, elles font le contraire. Elles reçoivent de la lumière et la transforment en un petit courant électrique, utile comme capteur de lumière. Ok.
Et on a mentionné les diodes Schottky tout à l'heure pour leur faible seuil. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial d'autre? Leur grande force, c'est leur rapidité et leur faible chute de tension en direct. Ça vient de leur structure. Ce n'est pas une jonction PN classique, mais une jonction métal semi-conducteur. Rapide, donc pour la commutation haute fréquence. Exactement. Dans les alimentations en découpage, par exemple, où on commute très vite, elles sont idéales. Et la faible chute de tension, ça veut dire moins de perte d'énergie, moins de chaleur générée. Ah, la chaleur. Justement, c'est un point important. Ces composants ne sont pas parfaits, ils ont des limites. La température, ça joue beaucoup. Oui, la température est un facteur critique. D'abord, la tension de seuil, elle diminue un peu quand la diode chauffe. C'est léger, mais ça compte. Ok. Mais le vrai piège, c'est le courant de fuite en averse. Normalement, il est minuscule, mais il augmente de façon exponentielle avec la température. Exponentielle, encore. Ça veut dire que ça peut vite devenir problématique, hein? Absolument. Pour le silicium, on dit souvent qu'il double tous les 6 à 10 degrés Celsius d'augmentation. Si la diode chauffe trop, Ce courant de fuite devient important, il chauffe encore plus la diode et ça s'emballe. c'est exactement ça. C'est l'emballement thermique. Si la chaleur produite par la diode elle-même, la puissance dissipée, P égale V fois I, n'est pas bien évacuée, Elle finit par se détruire. voilà. C'est pourquoi les fabricants donnent toujours des valeurs maximales absolues dans les fiches techniques, qu'il ne faut jamais dépasser. Jamais. Il y a le courant direct maximal, la tension inverse maximale avant claquage destructeur, la VR, et la puissance maximale que la diode peut dissiper, PD. Il faut toujours prévoir une marge de sécurité. D'accord, c'est crucial pour la fiabilité. Donc, si on devait résumer cette plongée, la diode, c'est bien plus qu'une simple rue à sens unique. Beaucoup plus. Sa force, c'est sa non-linéarité, qui ouvre la porte à une diversité d'applications incroyables. Redressement, régulation, lumière, détection, commutation rapide. Mais c'est un composant qui a ses faiblesses, surtout sa sensibilité à la température et la nécessité absolue de respecter ses limites de fonctionnement. C'est une excellente synthèse, oui. On voit bien la richesse et les contraintes de ce composant apparemment simple. Tout à fait. Et ça nous amène d'ailleurs à une question intéressante pour aller plus loin. Quand on voit cette sensibilité à la chaleur, et en même temps cette recherche constante d'efficacité, comme la faible chute de tension des diodes Schottky, Oui. quels sont les grands défis et les innovations qu'on peut imaginer pour les diodes? Surtout que l'électronique devient toujours plus petite, plus rapide, et doit parfois fonctionner dans des environnements extrêmes, en termes de température notamment. C'est une piste de réflexion, non? Absolument. Comment concilier miniaturisation, performance et robustesse face à ces contraintes thermiques? Voilà une belle question ouverte pour la suite.